Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à explorer la méditation et le yoga comme outil d'écoute et de connaissance de soi. Je m'appelle Léa, je suis prof de yoga et de méditation, passionnée par le rapport que nous pouvons entretenir avec notre corps et plus largement avec nous-mêmes. Selon moi, ces pratiques sont l'occasion d'explorer un chemin de connaissance de soi qui permet, petit à petit, de développer une relation plus bienveillante avec son corps. Je vous partage donc dans ce podcast les apports de ces disciplines sur le rapport à soi, ainsi que des exercices concrets et accessibles pour, pourquoi pas, être bien avec son corps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous partage mes 3 clés pour progresser en yoga. Sachant que ces clés sont en réalité applicables, je pense, à toute autre discipline ou pratique dans laquelle on cherche à s'investir. J'adore la réflexion autour de comment progresser en yoga, car en tant qu'enseignante, vous accompagner dans une progression adaptée et accessible, bienveillante et durable, c'est le but de ma pédagogie. Par ailleurs, on peut avoir tendance à croire que, puisque le yoga est une pratique qui invite à s'écouter et s'accepter, comme je le dis souvent, dans laquelle on cultive une forme de bienveillance envers son corps et ses pensées, cela signifie alors ne pas forcément vouloir progresser. Pour moi, ce n'est pas le cas, et je vous explique ma vision des choses à ce sujet dans cet épisode. Et si vous voulez tester avec moi les effets d'une pratique de yoga qui vous aide à progresser dans vos sensations, tout en cultivant l'acceptation de soi, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Léa Yogaya, et mon studio de yoga en ligne, Studio Yogaya, dont vous trouverez les références en description de cet épisode. Commençons par préciser ce que j'appelle progresser en yoga. Pour moi, progresser en yoga, c'est affiner sa capacité à ressentir et accepter ce qui se passe dans son corps, sans le contraindre ou le forcer, sans repousser ses limites, simplement en voyant où l'on en est dans l'état de méditation en mouvement auquel invite la pratique posturale du yoga moderne. Progresser en yoga, c'est cultiver l'acceptation de ce qui est déjà disponible en nous et auquel parfois on ne sait tout simplement pas comment avoir accès. Il ne faut pas oublier que le yoga est défini par la Bhagavad Gita, un des textes majeurs de l'hindouisme mais aussi de la philosophie du yoga, comme un art d'agir en se détachant du fruit de ses actions. Vouloir progresser en yoga n'est pas antinomique avec cette définition. Mais il faut la garder en tête pour ne pas tomber dans le piège de l'ego qui voudrait que progresser reviendrait alors tout simplement à réussir à faire les postures. Ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose puisqu'il existe des tonnes de variations possibles pour une même posture. Cela se ferait alors dans un but plus inconscient, de briller, de se sentir supérieur ou spécial, et c'est très humain de vouloir inconsciemment ce genre de choses. Il est donc important de se rappeler que, même si l'on souhaite progresser en yoga, cette pratique nous invite à l'humilité par l'acceptation bienveillante de nous-mêmes et des autres. Se détacher des fruits de son action ne signifie pas pour autant ne pas pouvoir se fixer des objectifs de progression dans la pratique posturale. Cela peut être gagner en souplesse pour plus de confort et d'amplitude, augmenter sa force pour plus de stabilité et de contrôle, ou encore bien préparer le corps à explorer en toute sécurité et sans douleur une posture un peu complexe. Mais il ne faut pas oublier la raison pour laquelle c'est intéressant d'obtenir tout ça dans la pratique. Il s'agit avant tout d'améliorer son quotidien avec plus de conscience, moins de douleur, plus d'aisance dans les mouvements de la vie et surtout une relation plus apaisée à soi-même en cultivant non-violence et contentement. Pour moi, c'est ça, le signe que l'on a progressé en yoga. Cette introduction un peu philosophique, mais essentielle pour moi faite, voici mes 3 astuces, mes 3 ingrédients secrets, pas si secrets, pour progresser en yoga, et applicables probablement dans de nombreuses autres disciplines, qu'elles soient physiques, mais aussi intellectuelles ou artistiques. Le premier ingrédient, c'est la patience. Nous vivons dans un monde qui a tendance à oublier, voire à dévaloriser, l'importance et l'impact du temps long. À titre personnel, je pourrais écrire des dissertations de plusieurs pages sur le rapport que nous entretenons au temps dans notre société. Pour la petite anecdote, je suis aussi rédactrice web en freelance et je suis toujours hallucinée de m'entendre dire par certains clients qu'un article de blog traitant un sujet de fond en 800 mots est trop long à lire. Notre rapport au temps valorise sans cesse le toujours plus vite, alors que nous sommes censés par ailleurs disposer de plus de temps libre.
Si l'on prend le développement moteur d'un enfant, lorsqu'un nourrisson, qui ne fait que ça de ses journées, en plus d'empêcher probablement ses parents de dormir, met de nombreux mois à passer de la position allongée, à quatre pattes, puis à debout, puis à pouvoir marcher, pourquoi voudrions-nous, à des âges plus avancés, où nous mobilisons nos capacités sur de nombreux autres projets, réussir à tenir en appui sur nos mains dans des inversions en seulement quelques semaines? Ou à pouvoir avoir la souplesse et le contrôle articulaire nécessaire pour faire un grand écart en quelques séances? Le temps est souvent la réponse à beaucoup de choses. Et la patience est une qualité qu'il faut véritablement s'efforcer de cultiver, particulièrement dans un monde qui ne le valorise pas et qui nous vend du rêve à coup de programme miracle en quelques semaines. À 16 ans, j'ai subi une opération expérimentale du genou, dont je parle un peu plus en détail dans l'épisode 0 de ce podcast que je vous invite donc à aller écouter. Après cette opération, j'ai dû faire 1 an de rééducation à raison de 4 séances de kiné par semaine pour réapprendre à marcher. J'ai ensuite pratiqué de nombreuses activités physiques et sportives, incluant la découverte du yoga, pour pouvoir peu à peu retrouver mon amplitude de flexion dans le genou préalable à l'opération. En tout, je pense qu'il m'a fallu une 10aine d'années pour retrouver cette amplitude de flexion du genou. Une 10aine d'années dans laquelle j'ai appris notamment à pratiquer avec adaptation et progressivité dans mes disciplines pour pouvoir ne rien contraindre et ne rien forcer dans mon corps qui avait déjà subi un traumatisme suffisamment important. On en vient donc au deuxième ingrédient que j'ai décidé d'appeler la progressivité. Vous allez me dire, sans blague Léa, pour progresser, il faut de la progressivité. Merci de cette info de haute valeur ajoutée. Alors c'est une évidence, c'est certain, mais c'est aussi quelque chose qu'on oublie beaucoup trop souvent. Que dans progrès et progressif, on a la même racine. J'ai choisi le terme progressivité plutôt qu'adaptation, car pour moi, le fait de pratiquer avec progressivité signifie qu'on met en place des adaptations qu'on va ensuite pouvoir s'autoriser à faire évoluer petit à petit au fil de l'évolution de nos sensations. Pratiquer avec progressivité, ça signifie donc trouver l'adaptation qui permet de créer une certaine contrainte sur le corps, un certain pourcentage de difficultés nécessaires pour apprendre, mais en restant juste en dessous de la limite, un certain pourcentage de facilité nécessaire pour rassurer le mental et le corps sur les capacités à faire ce qu'on lui demande. Si on oublie ce paramètre, c'est souvent parce qu'on n'est pas patient et qu'on veut des résultats très vite. C'est pour ça que j'ai mis la patience en premier ingrédient. Mais dans ce cas, on risque le dégoût ou une forme de rejet du corps qui va par exemple se contracter alors qu'on cherche à l'étirer, amenant parfois à la blessure. À titre d'exemple personnel, je pourrais vous parler de tout le travail que j'ai dû mettre en place pour pouvoir m'approcher de la transition assez célèbre en yoga qui s'appelle Chaturanga Dandasana, qui est une sorte de descente en pompe triceps, en maintenant tout le corps droit comme un bâton et en s'arrêtant si possible à quelques centimètres du sol avant de remonter. Lorsque j'ai commencé le yoga, j'étais clairement incapable de faire correctement cette transition parce que je n'avais ni la force dans les bras et le centre nécessaire, ni la conscience d'espace du corps qu'il fallait correctement activer. J'ai donc commencé à travailler mes Chaturanga Dandasana contre un mur debout pour pouvoir travailler la force de mes bras avec moins de contraintes. J'ai ensuite longtemps utilisé la variation sur les genoux et l'usage de blocs pour pouvoir m'assurer de correctement activer mes muscles plutôt que de chercher à reproduire une forme. Il m'arrive encore aujourd'hui, alors que je maîtrise, entre guillemets, les contraintes techniques de cette transition, de privilégier la variation sur les genoux pour pouvoir respecter mon état de forme du moment. Car c'est ça, pratiquer avec progressivité, trouver les adaptations qui nous font tout autant progresser que respecter les contraintes et les limites de notre corps sur le moment. Et nous voici arrivés au troisième ingrédient de la progression, qui selon moi est la répétition. Car oui, la répétition, c'est la clé de la maîtrise. C'est une phrase que j'adore, même si en réalité, elle peut faire débat. Les vertus de la répétition, notamment en pédagogie d'apprentissage, est un sujet qui divise. La répétition à l'école, par exemple, peut être associée à de la lassitude, de la monotonie, ou pire, à l'absence de sens. Et ce n'est pas faux, c'est parfois le cas. On pense par exemple à nos fameuses tables de multiplication qu'on nous a fait apprendre par cœur en les répétant bêtement, sans cesse. Mais la répétition, dans une certaine mesure, fait aussi partie de nos besoins humains.
Enfant, nous avons besoin de routine pour assurer notre développement moteur, comme essayer de se retourner des tonnes de fois avant d'y parvenir, dormir ou manger à des heures plus ou moins fixes, selon des gestes plus ou moins toujours similaires. En réalité, adultes aussi, nous avons besoin de certaines routines et de répétitions, certains plus que d'autres évidemment selon les tempéraments. Dans mon cas personnel, mon besoin de répétition ne se traduit pas dans des routines très établies sur la manière dont je me lève le matin ou la façon dont je me couche le soir, ce qui peut être le cas pour certaines personnes. De mon côté, moi, je retourne très régulièrement dans les mêmes restaurants dans lesquels je prends toujours le même plat parce que ça me fait du bien et que ça me rassure. Dans notre société, on voit la variété et la diversité de choix comme l'expression d'une forme de liberté. Et c'est une réalité. Mais du coup, cela rend parfois la répétition non valorisée, non souhaitable. Mais lorsqu'on apprend un geste, une nouvelle compétence, un mouvement dans le corps, c'est bien la répétition qui va nous permettre de mieux l'intégrer jusqu'à ce qu'il devienne plus naturel. Si vous faites sans cesse des choses différentes dans votre pratique, vous allez moins progresser que si vous en répétez certaines. À titre personnel, comme dans mon enseignement, j'ai découvert les vertus de la répétition, particulièrement avec la pratique de l'Ashtanga Yoga. C'est un style de yoga qui n'est en réalité pas moins accessible que le Hatha Yoga s'il est correctement enseigné et adapté, dans lequel on répète inlassablement toujours la même série de postures. Les progrès de chacun à son niveau et depuis son propre point de départ dans cette pratique sont véritablement tangibles, que ce soit dans les sensations, les gains en force, en souplesse et surtout en conscience corporelle. On voit des progressions assez sensationnelles. C'est pour cette raison que désormais j'enseigne le Hatha comme l'Ashtanga, en ligne comme en présentiel, sous la forme de cycles thématiques, pour amener une certaine dose de répétition dans la pratique et permettre à mes élèves de progresser et de se voir progresser. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode et je n'aurai qu'un seul conseil de mise en pratique à vous proposer pour cultiver ces 3 ingrédients du progrès en yoga, que sont la patience, la progressivité et la répétition. Je vous invite à choisir une posture, un mouvement ou un enchaînement qui vous pose des difficultés et vous demander d'où vous êtes parti la première fois que vous l'avez découvert. On a souvent tendance à mesurer nos progrès à l'aune de la comparaison avec d'autres personnes qui n'ont pas le même niveau, pas le même historique, pas la même vie ou les mêmes compétences de départ. Le progrès doit se mesurer avant tout depuis là où l'on part. Je vous donne un dernier exemple personnel. Lorsque j'ai commencé le yoga, m'asseoir en tailleur plus de 5 minutes était intolérable pour mon dos comme pour mes hanches. Et pourtant, j'avais fait des années de danse classique, ce n'est absolument pas lié. Aujourd'hui, je peux tenir une 20aine de minutes en restant très confortable, même si j'ai toujours besoin d'utiliser des supports pour cela. Si je me compare à certains élèves à moi qui peuvent s'installer en lotus ultra facilement et pourraient rester des heures dans cette position, je pourrais considérer que j'ai encore d'immenses progrès à faire. Si je regarde d'où je pars, mes progrès sont clairement à célébrer puisque j'ai quadruplé le temps dans lequel je peux rester dans une posture qui n'est plus inconfortable pour moi. Si vous souhaitez tester avec moi les effets d'une pratique de yoga qui vous aide à progresser dans vos sensations grâce à ces 3 ingrédients, je vous donne rendez-vous sur mon studio en ligne, Studio Yogaya. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt, sur le tapis ou dans la vie.